fais de la poésie pure et dure. Je tiens à la versification, à l'ascension et aux valeurs utiles qui peuvent conforter une exploitation lexicale et stylistique quand même. On va pas entrer tout de suite dans les détails, c'est pas ça. L'objet de l'émission, je voulais juste que les gens sachent que vous écrivez, à part le recueil de poèmes, vous êtes aussi l'auteur de l'hymne de votre parti. Modestement. Et à ça, j'ai dit, waouh, comment c'est arrivé? En 2-3 mots. Bien, on avait besoin d'un outil de sensibilisation et de déploiement. Et c'était à bon escient qu'il fallait le faire disponibiliser à parfait service pour tous nos futurs adhérents. Avant notre échange, d'abord, en image, les sujets qui agitent les débats publics. Ces images remontent à juin de cette année. Les forces vives de la nation et corps diplomatique étaient tour à tour reçus par le chef de l'État lors de consultations nationales. 5 mois après, le décor pour la convocation du dialogue est en train d'être planté. Samedi 7 novembre 2015, une délégation de confessions religieuses a échangé avec Joseph Kabila. Le chef de l'État aurait fait aux religieux la restitution de consultations de juin dernier. Le même samedi, les présidents de 2 chambres du Parlement ont eux aussi conféré avec le président de la République au Palais de la Nation. À en croire le président du Sénat, la primeur du message du chef de l'État est réservée aux parlementaires. S'en est suivi dimanche une rencontre avec la société civile conduite par Cathy Talanga. Des rencontres qui présagent de la convocation imminente du dialogue tant attendu. À l'opposition, l'UDPS, parti pro-dialogue, campe toujours sur sa position. Sur les sites de la radio onusienne, le porte-parole de cette formation politique a fait savoir, je cite, « Nous insistons sur le fait que le dialogue qui doit se tenir, c'est ce dialogue qui se conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Fin de citation. Les anti-dialogues, eux, ne se disent pas prêts à mettre de l'eau dans leur vin. Lors de la clôture de sa convention vendredi dernier, la dynamique pour l'unité de l'opposition a été catégorique. Non au dialogue de piège, non au glissement. Respect strict de la Constitution. Les semaines, ou mieux le jour qui s'annonce, seront déterminants quant à la suite à donner au dialogue et par ricochet au processus électoral en République démocratique du Congo. Alors, vous êtes un anti-dialogue. Votre parti, le CDR, Ridia Fatima, à cette première convention de la dynamique de l'opposition pour l'unité de l'action. Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous rejetez le dialogue? Bien, madame, merci. Je trouve que l'anti, c'est un peu trop fort. Nous ne sommes pas pour le dialogue, nous sommes d'une autre thèse. Et pour nous, c'est celle qui se fixe sur le besoin de respecter le texte suprême de l'ordre juridique de l'État, qui est la Constitution. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'après que le dialogue originaire qui a été recommandé par les résolutions des Nations Unies, desquelles il devait tirer sa substance, a plutôt été travesti en concertation nationale, et vous avez vu ce que ça produit. Alors nous ne voulons pas que nous repartions sur cette sorte de schème qui paraît être une sorte de base sur laquelle on veut nous fixer sur des requis qui nous éloigneraient de l'essentiel, c'est-à-dire d'aller aux élections autour d'un consensus qui se fixe sur le modélisme que nous avions proposé à l'époque, qu'est la tripartite entre la majorité, l'opposition et la CENI qui organise les élections, et qu'ensemble nous puissions asseoir les bases d'un calendrier consensuel. Voilà le schéma qui nous intéresse. C'est pour cela que nous pensons que ce dialogue sera, encore une fois, comme les concertations nationales, budgétivores, et bien qu'on lui ait donné, à ce que j'ai perçu des derniers échanges, des dernières restitutions du chef de l'État, un contenu qui s'apparente utilement à cet essentiel qu'est la tenue d'un calendrier, je ne pense pas que ça
Cela pourrait concourir au besoin de réaffecter utilement le budget à la tenue des élections avec un regard pratique sur le besoin d'un consensus entre les acteurs majeurs que sont la majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition et la CENI, et de là aborder les élections réalisables. En écoutant Martin Fayulu dit non au dialogue, oui au respect de la Constitution. Quel lien y a-t-il entre le dialogue et la Constitution alors qu'on est encore à environ une année de la fin du mandat du chef de l'État qu'on soupçonne de chercher à se maintenir au pouvoir? Quel lien entre le dialogue et le respect de la Constitution? Écoutez madame, il y a un lien évident entre la tenue de ce dialogue et le respect de la Constitution, en ce sens que ce qui pourrait déterminer ce qu'attend ce peuple, c'est comment dirais-je, la tenue des élections. Et ce dialogue, lorsque je parle d'un lien, c'est que pour nous, il devient un obstacle à la réalisation de cet objectif. Nous avons un grand souci, c'est lequel? On a un fichier électoral qui ne tient pas. On a aujourd'hui une CENI qu'il faut reconsidérer dans son format le plus productif et formel. Est-ce que l'on ne mettrait pas le temps à profit en travaillant sur le besoin du calendrier que je vous ai évoqué tout à l'heure, au lieu d'aller à un dialogue qui nous prendrait du temps? Nous sommes dans un état normal. Depuis 2006, nous sommes en train de voguer dans la modernité. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes actuellement sous le coup d'un régime quasi d'exception. Nous sommes sous le coup d'une stratégie, vous m'excuserez, que l'on croirait être de l'urgence avant l'urgence. Qu'y a-t-il pour que nous ne puissions pas nous asseoir au plus tôt, comme nous l'avions fait avec cette tripartite que nous avions proposée, pour aborder rapidement la question de la mise en état de ce calendrier, puisque les finances qui étaient promises au regard du budget développé et défendu par le Premier ministre ne sont plus un problème. Ne sont plus un problème. Le Premier ministre a justifié qu'il y avait à ce jour indisponible pour les élections, mais que cela soit mis à profit pour ce qui peut déjà être réalisé. Il y a des élections qui sont alignées sur le constitutionnel et qui doivent être en état tel que les présidentielles. Donc, je pense que l'on se riverait sur ce qui nous paraît être centrique que de nous fixer sur un dialogue qui nous prendrait encore plus de temps, qui mobiliserait des forces, c'est bien, mais écoutez, je respecte l'option prise par certains acteurs de notre pays, tels que la majorité et ceux qui vont aller avec eux. Nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous campons sur notre position que nous estimons être notre opinion, notre regard, pour un intérêt fixé par rapport à ce que notre peuple attend. Pour vous, il faut parer aux plus urgences, mais quand vous réclamez la révision du fichier électoral et la restructuration de la CENI, c'est des démarches qui pourraient être longues? Madame, tout dépend de la manière de les aborder. Si nous avons plusieurs expertises et capacités qui peuvent nous accompagner, parce que ces mécanismes n'ont pas été créés par notre pays. Nous étions dans les villages où nous avions une lignée traditionnelle d'accession au trône, et nous avons embrassé la culture du monde entier qui nous emmène vers un système démocratique qui nous aide à garantir une meilleure gestion des intérêts de chaque homme dans ce pays, c'est-à-dire de la population. Alors quand nous embrassons un système, alignons-nous sur les requis de ces systèmes partagés à travers les grandes civilisations du monde. Ça nous aidera à avoir un état de gestion d'État orthodoxe. Nous aurons la possibilité de faire élire nos mandataires du peuple sous des formats tolérables, où il y aura une participation collective. Moi, je vous demande que nous puissions nous fixer sur ces requis et que nous recourions à des expertises avérées. Je crois qu'on pourra le faire. Parlons d'expertise, puisqu'il y a une énorme crise de confiance entre vous et la majorité et la CENI. Selon vos experts, si vous en avez consulté, combien de temps faut-il pour enrôler les nouveaux majeurs et qu'on ne soit pas en retard par rapport aux élections organisées l'année prochaine? Merci madame, cette question est technique, c'est vrai, mais je crois au regard des dernières informations que j'avais eues dans le cadre d'un échange, je pense que c'était un expert qui est intervenu dont j'ai cru comprendre qu'il y avait, sur les 6 mois à venir, il était possible d'enrôler.
Je crois que cela n'est pas mauvais. Mais est-ce que des études ne peuvent pas être faites sous le schéma d'une contre-expertise? Ça ne nous coûterait rien, c'est une consultation. Est-ce que l'on peut maximiser cet enrôlement? Est-ce qu'on peut en réduire le temps d'opération? C'est possible. Ce qui importe, c'est d'éviter de tourner en rond autour d'un dialogue, parce que je suis censé être au Congo dans un état normal. Le Congo est un état normal. Oui, parlant des préalables à ces élections, vous avez réclamé la restructuration de la commission électorale. Elle est en cours puisqu'il y a un nouveau président, un nouveau vice-président et bientôt un nouveau trésorier. Je crains que cela ne soit fait en dehors du consensus requis, parce que le grand souci, c'est lequel? Ce n'est pas tant que l'on ait des personnes nouvelles qui sont affectées à la CENI, je ne pense pas, ou qui sont nommées. Ce qui importe, c'est d'abord le regard critique autour de la confiance qui devrait naître d'une conviction d'indépendance de ces personnes, dont nous ne dénions pas les compétences. Je ne pense pas, le Congo regorge de plusieurs capacités et dans tous les domaines. Mais la guerre, c'est cette confiance entre acteurs politiques sur la réelle indépendance des acteurs de la CENI. Vous aviez à l'époque, en 2006, contesté l'abbé Malou Malou. Son successeur également a été désavoué. C'est le cas pour le retour de l'abbé Malou Malou. C'est aussi le cas pour Corneille Nangaa, semble-t-il. Vous ne voulez de personne. Il y a une sorte... comment je dirais ça, d'obsession à dire non à tous les dirigeants de la commission électorale. C'est un regard rigoriste que vous nous prêtez. Je respecte vos convictions, mais je ne pense pas que nous fonctionnions. Les faits sont énormément rivés sur des projections sous tous aspects. Regardez ce qui se passe à la CENI. On regarde l'érosion de la majorité. Il y a eu des effets collatéraux qui nous ont emmenés à désosser la CENI par des querelles de cuisine comme nous l'avons vécu. Tiens, cela appartenait à tel, on ne veut plus. Vous voyez que la restructuration se fait sur des schémas très peu catholiques. Ce sont des schémas de guerre interne qui font payer la note à la République. Donc, ce que nous voulons, c'est plutôt une restructuration réfléchie, entendue, assimilée entre acteurs politiques, pour que nous ayons une CENI véritablement au service des attentes de la population en matière électorale, pour leur permettre de désigner de nouveaux dirigeants. Et que plus tard, d'ailleurs, c'est ce que nous préconisons, nous puissions revenir à des schémas d'organisation d'élections classiques, par un ministère de l'Intérieur qui emmène la danse, madame. On ne va pas continuer avec des CENI sur lesquelles on est tous les jours en guerre sur une sorte de compromis permanent à trouver. De compromis en compromis, on finira par la compromission et c'est pas bon pour nous. Je pense que ce qui nous intéresserait, c'est que les choses se passent dans un cadre de confiance entre fils de ce pays. Et cela est possible. Il suffit d'un peu de volonté politique. À vous entendre parler, ce qu'il va falloir changer, 2006, 2011, 2016, ce n'est pas le système, mais c'est l'homme qui a le profil. Bien, madame, le tout va avec, c'est mutatis mutandis. Le tout s'accompagne. C'est vrai que la valeur la plus indicative dans le développement de tout système ou toute entité organisée, c'est la qualité de l'homme. C'est vrai. Mais je pense que l'alternance politique est une valeur partagée entre tous les grands peuples du monde qui se veulent en expansion de développement, et est un indicateur modèle. Pourquoi pas? Pourquoi pas changer le système? Pourquoi pas changer de régime? Pourquoi pas changer de socle d'exercice de pouvoir par des élections démocratiques, ce qui n'est pas interdit. Mais ce qui importe, c'est que nous puissions garantir la fonctionnalité d'un État, comment dirais-je, fiable. Et cela est possible, tant dans la majorité que dans l'opposition, dans la société civile, dans la diaspora. Nous avons des Congolais valeureux, nous avons des idées, nous avons des conceptions. C'est vrai, elles peuvent se heurter, mais ce qui importe, c'est de mettre à profit le besoin de garantir l'intérêt du peuple. Alors, cet entérinement à l'Assemblée nationale du président de la commission électorale et du vice-président, c'est la voie ouverte vers les élections. Bien, madame, je voudrais faire un petit pas en arrière en vous disant que
si les élections ont été déclarées empreintes ou entachées d'irrégularités en 2006 et en 2011, c'était une acception globale de tous, tant pour l'extérieur que pour ici. Et le chef de l'État, à l'époque, je me rappelle, il a même fait tenir, chaque fois qu'il s'est exprimé. Et il y avait une volonté du vivre ensemble, du modus vivendi, de la progression autour de l'assise des intérêts partagés que sont ce qui est entendu dans la Constitution, que nous devons tous préserver, au moins sur cet aspect axial. Nous n'allons pas nous séparer, nous demeurons rattachés, nous tous, Congolais, qui le sommes, par cette mère des lois. Mais est-ce que ce qui importerait, c'est de ne pas avoir un regard positif sur ce qui peut être fait, parce que c'est à notre portée. Regardez les élections qui ont été organisées, qui ont pris leur entame, ce qu'étaient les premières opérations des députés provinciaux. Aujourd'hui, des cautions sont versées, une démarche avait déjà pris corps, et voilà, tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis de fonctionnalité liés à la volonté politique. C'est là tout le grand souci. Est-ce que en 5 ans, on ne peut pas mettre de côté ce qui est acquis en termes de prévision budgétaire pour organiser des élections de gouverneurs qui peuvent se faire avec des rames de papier et manquer 2 millions de dollars pendant qu'on affecte les moyens ailleurs? Vous voyez, c'est une question de circonspection dans la gestion de l'État. Nous avons vu plusieurs projets qui se réalisent ici, qui ont été des projets extra-budgétaires. C'est vrai, je regrette que cette gouvernance l'ait entendue de manière souple, en parlant comme si ce n'était même pas ailleurs. L'on démissionnerait, madame. Alors, ce dialogue, pour les uns, cette tripartite, pour vous, aboutirait à quoi? D'autant qu'on est en plein glissement, entre guillemets. Bien, écoutez, si cette patinoire dans laquelle vous aurez peut-être 1 ou 2, 3 sérénades sur vos patins peut avoir un sens, moi je ne pense pas que nous sommes dans un état critique. Il est possible de pouvoir se rattraper sur les élections organisables et ce glissement pourrait être évité. L'on pourrait postposer certains scrutins d'une manière ou d'une autre, puisqu'aujourd'hui il y a une disponibilité budgétaire. Donc la thèse du dépassement est une thèse qui est maîtrisable. Cette thèse n'a pas encore atteint sa phase de l'irrémédiable. Il est toujours possible que nous puissions nous entendre et discuter autour d'un consensus politique, un consensus autour de ce calendrier électoral, et toutes les forces de la République s'y prêtent. Ceux qui veulent aller au dialogue ont une opinion, ils ont une vue, ils ont un regard de la volonté de résorber les problèmes de l'État sur ces questions électorales. S'il s'en dégage quelque chose de constructif, bien, c'est un parfait partage pour tous. Mais nous, en tant qu'acteurs, sur cette question-là, craignant une sorte d'entérinement de certaines thèses et certains stratagèmes de ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui, à qui nous n'imputons pas la mauvaise foi, mais à qui nous imputons plutôt un manque de volonté politique, nous pensons que nous nous mettons un tout petit peu en retrait, nous observons et nous attendons l'heure. Quand ils sortent de là, nous nous fixons sur ce calendrier. Et si les résolutions qui en émaneront seront promptes à rencontrer nos attentes pour que nous puissions très vite aller sur ce consensus autour d'une tripartite, c'est de bonne heure. Joseph Kabila, le président de la République, l'a dit aux diplomates et à la société civile dimanche dernier. Au cœur du dialogue, le calendrier électoral, le financement et la sécurisation des élections. C'est des préoccupations que vous avez cernées. Oui, madame, c'est des convergences, mais le moulage dans le contexte de leur mise en œuvre décidera ou déclinera quelles sont les véritables motivations qui caractérisent cette projection. Nous la respectons, c'est une opinion de l'exercice du pouvoir en cours. Nous avons nos vues au niveau de la dynamique de l'opposition, au niveau du CDER. Nous pensons que notre schéma est un schéma de proposition qui pourrait trouver des attentes et au sortir de ce dialogue, comme je n'ai eu de cesse à vous le répéter, on verra si le besoin, au-delà de ce que nous puissions nous rencontrer, assimilera ces dégagements qui peuvent être porteurs, pourquoi pas. Nous n'imputons pas la mauvaise foi à qui de droit. Léon Kengo Adondo, qui est de l'opposition comme vous, a confirmé, je le cite, l'imminence du dialogue.
Madame, lisez l'article 4 de la Constitution et vous saurez qui est opposant et qui ne l'est pas. Lorsque l'on participe aux institutions et au programme du gouvernement, constitutionnellement, on n'est plus de l'opposition. Mais à vous d'apprécier. J'ai préféré vous fixer sur ce prédicat qui n'émane pas de moi, mais qui est d'essence constitutionnelle. Si il approuve, si sa position est celle d'approuver ce schéma, je pense que c'est une opinion, mais nous sommes rivés sur ce que je vous ai déjà développé et nous pensons qu'il faille que les Congolais s'entendent autour de cette question de manière consensuelle pour que ce calendrier ne souffre pas de remous pendant qu'il sera en mouvance. Le chemin du consensus, c'est le dialogue auquel vous dites catégoriquement non. Est-ce que c'est pas plus par posture que par conviction? Le dialogue en tant que valeur, le dialogue en tant que borne référentielle de résorption de différences entre individus dans une communauté ou dans un espace organisé, pour nous, est très indicatif, madame. Nous nous en approprions d'ailleurs le format et la teneur, parce que nous pensons que c'est un modelage précis de fonctionnalité de l'État, parce que nous avons un dialogue institutionnel permanent, nous avons la majorité, nous avons l'opposition et d'autres acteurs dans toutes les institutions. Cette dialectique institutionnelle, interinstitutionnelle existe, elle est là. Nous la considérons comme telle, mais seulement ce que nous ne voulons pas, c'est le dialogue sous le format de ce qui se fait aujourd'hui et qui pourrait occasionner l'entérinement d'une volonté d'une partie des Congolais qui représente la majorité au pouvoir. Parce que toute tentative de prorogation de l'exercice de pouvoir énerverait la Constitution et nous ne voulons pas que nous ayons des tendances, même non voulues, qui s'expriment dans ce sens. Raison de plus pour que nous revenions à ce que je vous ai dit être l'étalon, c'est-à-dire le respect de la Constitution et la tenue, la mise en état d'un calendrier qui ne peut pas aller en dehors d'un consensus, madame. Le consensus, pour nous, est un élément clé, comme corollaire du dialogue en tant que principe et valeur de référence pour résoudre des problèmes dans une société, mais pas sous le format qui nous est présenté. Vous êtes partisan d'une tripartite, opposition, CENI, majorité. Ce serait quoi la différence avec les résolutions d'un dialogue? Bien, madame. Vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de divergences. Il y a eu un énorme débat sur le sexe des anges, modérateur interne, modérateur externe, médiation. C'est déjà un problème. C'est une guerre de mise en état d'une situation. Et le format que je vous ai dit être celui émanant de l'accord d'Addis Abeba, et au-delà de cela, les deux résolutions 2098 et 2211 des Nations Unies et consécutifs, madame, ce format a déjà été vidé de sa substance à l'époque. C'était les concertations nationales de triste mémoire que vous connaissez, dont les recommandations ne sont toujours pas mises en pratique. Hein. À quel taux sommes-nous dans l'exercice, dans l'exécution de ces recommandations? Seul le gouvernement connaît le précieux sésame, mais ce que moi je vois, c'est l'état de misère dans lequel croupit notre peuple et qui attend, par cette voie nouvelle des élections, qui pourrait mieux se comprendre par une tripartite, majorité, opposition, CENI, autour d'un schéma pratique, une praxis pour trouver des solutions aux problèmes, que de se refixer dans des auspices, vous m'excuserez, potentiellement budgétivores, qui nous ralentiraient dans le schéma de solutions sur la temporalité à intervenir par rapport à la tenue des élections. Voulez-vous apporter un peu plus d'éclairage à l'intention de ceux qui nous suivent et qui ne voient peut-être que du feu, tripartite, dialogue, le format est différent sur quoi? Sur la durée, le nombre des participants, le convocateur? La tripartite se fixe sur un format. Le dialogue se fixe sur une auspice
qui se tient avec en lui un format. C'est ça la différence. Les deux sont des schémas de consensus. Mais je vous ai dit, le format de ce dialogue-là n'obéit pas à sa source de création, à sa source d'émanation qu'étaient les résolutions 22-98 et 22-11 qui ont déjà été vidées de leur substance parce que le contexte n'est plus le même. Vous comprenez, madame? Dans ce contexte-là, les choses se passaient autrement. Il était question de créer un gouvernement de cohésion nationale qui est intervenu d'ailleurs après que toutes les femmes qui attendaient famille aient eu leur enfant, parce qu'au-delà de cela, on était à presque une année. Vous m'excuserez. Donc, ce que nous voulons, c'est un schéma réaliste de résorption des problèmes de l'État en matière électorale. Et ce souci pour nous, c'est la tenue des élections autour d'un calendrier tenu, un calendrier discuté entre acteurs majeurs et non des auspices qui vont consommer davantage et le budget et le temps pour résorber ce problème. Quand vous dites hospice, vous faites référence au dialogue, au médiateur. fameux dialogue. Non, pas le médiateur, le système, l'entité, le microcosme entier de ce dialogue qui emporte et les projets de ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui se battent peut-être pour un repositionnement tactique sur la scène politique, qui pourront se reconnaître, et tout autant ceux qui veulent peut-être nous accompagner de bonne foi, mais qui ne connaissent pas les agendas des uns des autres. Regardez bien autour de ce dialogue. Généralement, les forums dans ce pays se terminent par quoi? Par des scissions des partis politiques, des schismes de partis politiques. Et là, nous sommes dans un environnement quasiment délétère. Regardez comment il y a des doublons de partis politiques qui se créent. C'est sans émouvoir ceux qui gèrent l'État. Hein. Et les troubles d'ordre public que représente cet état de fait n'énerve personne. Pourtant, le CDR n'est pas né au lendemain d'un forum. C'est du laisser-faire. Le CDR est né d'un lot de convictions autour de certaines valeurs et d'une volonté de fédérer des compétences dans un espace. Et nous avons modestement fait ce que nous avons à faire. Pourquoi vous parlez d'hospice? Je parle d'hospice parce que ce dialogue, bien qu'il ait un contenu formel, n'a pas de lisibilité. Pourquoi ? Regardez bien, je vous ai dit, regardez l'espace politique. Mais il est délétère. Nous avons aujourd'hui des gouverneurs de province et des commissaires spéciaux. Qui sont ces commissaires spéciaux sur le plan constitutionnel? Qui sont-ils? Ce sont des tribuns de César qui ne répondront qu'à César, parce qu'ils ne sont pas redevables au peuple. Vous comprenez? Ils ne passeront jamais devant l'Assemblée provinciale pour être complétés. Quel lien? Non, je veux qu'on revienne sur cette inconstitutionnalité. Parce que je ne vous dirai pas fugace. Revenez avec moi. Je sais que vous avez de la conviction sur cette question. Je vous ai emmené sur l'inconstitutionnalité des commissaires spéciaux. Ce sont des cadres qui ne concourent pas. On va organiser des élections dans un contexte comme celui-là. Où se tiendront les contentieux électoraux? Dans quel ressort? Le découpage territorial a créé un essoufflement administratif qui aujourd'hui n'arrive pas à donner une identification au futurum de la CENI, qui est la gestion des contentieux et de tout le reste. C'est rattaché. Comment on va faire? Vous voyez qu'il y a des problèmes encore plus profonds et un espace qui n'est pas propice au développement de la volonté, de l'exercice du pouvoir d'État à mettre en place un cadre qui permettent que nous puissions travailler. La raison pour laquelle nous voulons que nous nous retrouvions majorité, opposition, CENI, pour transiger définitivement sur ces questions et autour de toutes les compétences de ce pays dans un cadre comme celui-là, nous puissions avoir une projection réaliste, une projection pratique et de là très vite sortir de l'ornière avec une alternance à laquelle je souhaite l'alternative crédible à qui gagnera. Quoi qu'il en soit, les préparatifs du dialogue ont démontré que tout tourne un peu autour d'Étienne Tshisekedi et l'UDPS. UDPS-ci, UDPS ça, UDPS veut ça, UDPS veut pas ça. On dirait que c'est l'UDPS, la pièce maîtresse de ce dialogue pour l'opposition. Le débat national tourne autour des acteurs politiques. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait leurs preuves, c'est vrai que le contexte
peut se prêter à ce que l'on ne soit pas dans un schéma d'échelonnement de valeurs. Mais au-delà de cette réalité, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, la dynamique de l'opposition n'est pas une moindre signification des forces politiques de ce pays. Ceux qui sont autour d'un schéma croisé par des intérêts bien compris entre eux, s'ils estiment qu'ils concourront à l'intérêt de la République, c'est une voix, c'est une opinion. Nous sommes aussi une entité, nous, dynamique de l'opposition, nous, CDER, dans ce cadre, et nous pensons que nous avons des choses à offrir. Je vous inviterai au bilan des activités de l'opposition à ce jour. Vous verrez que la bataille de la Constitution à préserver, et qui, d'ailleurs, pour nous, est aujourd'hui, comment dirais-je, la question ou bien une problématique qui ne peut se justifier en ce sens que pour nous, c'est le R2P, comme on dit en anglais. Une responsabilité de protéger qui nous meut et qui est allée de Njili avec nous pendant ces marches et malheureusement le 19 janvier avec tous ces morts où nous nous sommes dressés contre toute tentative de révision de la Constitution qui est aujourd'hui notre mot maître. Nous devons la protéger. C'est là notre credo et nous tenons à ce que tout ce qui se fera ne s'accomplisse pas en dehors de la voie, mais que les Congolais convergent leurs efforts à la protéger pour qu'elle soit le socle indéniable de notre souveraineté en toute matière et in specie dans la question relative aux élections. Je répète cette question que j'ai souvent posée à mes invités sur ce plateau. La polémique face à la résolution des Nations Unies sur le dialogue n'est-elle pas due à la mauvaise foi? Parce que selon l'article 69 de la Constitution, le chef de l'État peut prendre des initiatives allant dans le sens d'un peu plus de cohésion. Bien, madame, nous avions vu cette initiative. C'est l'esprit et pas la lettre. Elle a été éminemment porteuse, tant dans l'esprit que dans la lettre, parce que ça finit par... je ne dirais pas que ça finit en eau de boudin, mais en tout cas, des partis politiques en sont sortis en morceaux. Et cette atomisation continue, après cette crise de la majorité, et cette cohésion nationale en format gouvernemental qui est arrivée avec, comment dirais-je, des scories dans ceux qui y ont participé. Je parle des partis politiques dont des morceaux sont restés dans la cohésion et d'autres ont continué dans l'opposition. Ils se reconnaîtront. Je les encourage à se battre et je loue leur courage à survivre dans le cadre de leur idéologie et de leurs opinions, dans le cadre de la dynamique. Et je n'hésiterai pas à les encourager davantage. Mais seulement, je tiens à ce que vous sachiez que le schéma de l'unité d'un pays se fixe dans un regard partagé sur les intérêts de la République. Et l'intérêt premier de la République, c'est la condition du citoyen. Si elle peut mouvoir l'esprit, dès lors, toute entreprise sera fixée sur l'essentiel et sur ce qui peut porter. Les intérêts de la République, oui. Au sein de la dynamique, vous avez des copains qui étaient prêts au lendemain des concertations nationales à être nommés ministres et qui ont foutu le compte tout de suite après la publication du gouvernement quand ils se sont rendus compte qu'on les avait roulés dans la farine, qu'on les avait dribblés. Justinien, ça ne court pas les rues, hein, les gens qui fonctionnent pour les intérêts de la République. La fin justifie les moyens, madame. Ils sont aussi chez vous. Écoutez, Ils sont venus chez vous avec femmes et enfants, avec armes et bagages, comme on dit. Il n'y a pas de souci, madame. S'il y avait péril en la demeure, ils devaient sauver leur peau. Et c'est un réflexe premier. Juste parce qu'ils n'ont pas été nommés ministres. Pas nécessairement. Changer d'opinion, ça ne veut pas dire que l'on est brisé. Écoutez, je suis heureux que vous ayez un panier que l'on pourrait partager ensemble en termes d'information, mais je pense que c'est de leur droit de faire un choix comme ceux du G7 aujourd'hui qui ont estimé qu'ils ne pouvaient plus continuer dans le même bateau. Okay. C'est un choix. Un dédoublement des partis politiques, ARC, MSR, UNAFEC, etc. L'opinion accuse la majorité de chercher à fragiliser le G7 et vous avez accueilli des doublons chez vous lors de cette première convention de la dynamique de l'opposition. Bien, à cette première convention de la dynamique, nous avions invité tous les Congolais
qui ont, dans le cadre d'une large participation autour d'une conviction sur la Constitution en tant que valeur à protéger, nous avions demandé à tous les nôtres d'être là. Et nos amis du G7, nous les avons invités à venir partager ce moment avec nous. Quitte à eux, s'ils estiment qu'ils veulent intégrer la dynamique, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas sur les valeurs que sont le respect de la Constitution et la tenue d'un calendrier électoral pour que nous allions à ce qu'attend ce peuple, je ne me retiendrai de le dire encore une fois, nous aurons des regards croisés. Beaucoup de vos copains étaient le week-end dernier à Lubumbashi pour le match de Mazembe, dont le manager n'est autre que Moïse Katumbi, qui est passé dans l'opposition. Vous y étiez aussi? Non, malheureusement, je ne suis pas un aficionados du football. J'aime bien la lecture et bien autre chose. J'ai mes hobbies à moi, mais quand il faut soutenir mon pays ou soutenir une équipe congolaise qui défend les couleurs de la nation avec fierté comme le fait Mazembe, je n'y vois aucun inconvénient. Je respecte ceux qui sont attachés, comme on dit, de cœur au football. Moi, je ne soutiens généralement... Vous étiez contre la politisation de ce match, de cette victoire? Bien, c'est une opinion. Elle n'engage que ceux qui le disent sous cet abord-là. J'ai posé une question. Je ne pense pas. J'ai vu un match de football et à la fin, un peuple qui était très heureux de voir que ses couleurs ont été défendues sous une... Il n'y avait pas de la politisation en l'air? Mazembe est une entreprise, c'est une société commerciale. Si elle réalise des recettes dans le cadre de comment dirais-je, de son objet social, je ne vois pas pourquoi. Vous refusez de répondre à la question. Je ne dis pas que je refuse, je n'ai pas vu de politisation. J'ai vu un match de football et j'ai vu des leaders politiques aller assister à ce match. C'est un moment de cohésion. Ça, c'est un moment de cohésion. Un moment de cohésion partagé entre leaders, ceux qui sont chantres du respect de la Constitution. Et y a-t-il mal à cela ? Puisque la Constitution est... Il y avait tout le monde, il y avait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Beauchamp qui y était. Vous voyez qu'il y a des questions sur lesquelles la prophétie sur la tripartite peut avoir le sens de sa réalisation. Parce que toutes les tendances de la gestion de l'État congolais étaient sur place. Alors, je vais terminer cette émission par une pensée pieuse pour Esther Abedi, notre consort d'Africa TV, qui nous a quitté le week-end et qui sera portée en terre ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel. Est-ce qu'elle vous avait reçu sur son plateau à Africa TV, vous ou quelqu'un du CDR, votre parti? Bien, je voudrais d'abord honorer sa mémoire en lui rendant hommage et en demandant à sa famille d'avoir un regard sur Dieu. Et je leur demande vraiment de préserver les acquis que votre consoeur a laissé en termes de développement, en termes de travail et de valeurs partagées avec d'autres. Et hommage donc à sa mémoire. Et je n'ai pas eu l'occasion de passer sur son plateau, mais j'ai souvenance qu'elle a couvert de temps en temps des activités du CDER. Et c'était de choix, c'était très professionnel. Mais je n'ai pas eu de contact particulier avec elle. Mais sinon, pour le travail qu'elle faisait, je pense que, au regard de ce que la presse vit dans un contexte comme le nôtre en RDC, où plusieurs fois vous êtes soumis à des intolérances, il y a plusieurs cas, je loue son courage, je loue ce qu'elle a abattu comme travail, et paix à son âme, que sa mémoire inspire énormément autour d'elle et que la continuité de l'œuvre qu'elle aura peut-être insufflé à ses collaborateurs puisse avoir un sens. Absolument. On a terminé une conclusion, M. Bouanga. Bien, je remercie d'abord votre chaîne dont le professionnalisme fait corps. Et cela est un élément pour moi. Je tenais à vous le faire valoir. Mon seul mot, c'est l'espoir d'un Congo autour d'un consensus dans le cadre d'une tripartite pour que les élections organisables soient abordées au plus tôt par les acteurs majeurs que sont les fils de ce pays, tant de la majorité, de l'opposition, de la société civile que de la diaspora, parce que notre peuple attend.
Ok. On n'a pas eu le temps d'aborder cette vision du CDR, un peuple grand pour une grande nation, présentée il y a très peu, hein, c'est ça? Bien, sous la belle plume de mon président, l'honorable Jean-Lucien Boussa. La vision de ce jeune parti qui va totaliser d'ici décembre 2 ans, c'est ça? D'ici décembre, 2 années, sur le plan légal et dans sa vie pratique, un peu plus d'une année. Nous nous battons, nous vous avons dit que nous sommes jeunes, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attendant pas le nombre d'années, nous essayons de faire bonne assertivité. C'est pas la modestie qui vous étouffe. Non, nous sommes assertifs, nous tenons à avoir une expression de nous-mêmes sans heurter la vie des autres, et nous voulons être contributifs à l'érection d'un Congo d'avenir. Bouanga Sakala Dipambo, merci d'être passé dans des briefings. Vous êtes au CDR, le parti de Jean-Lucien Boussa. Vous occupez la BAC de l'émergence et de la communication. Vous êtes écrivain, avocat, donc à la cour. Vous avez un recueil, ça s'appelle Les Clameurs, un recueil inédit. Et c'est vous qui avez écrit l'hymne du CDR même, et même de l'ARC, soit dit en passant. Parce que vous êtes un ancien de l'ARC. Bien, écoutez, c'est dans la gypsière, c'est dans la production, et aujourd'hui le tremplin d'un support comme un hymne est consubstantiel à la vie d'un parti politique, parce que lorsque vous considérez ou vous regardez ce que les États font, parce qu'il y a des États tels que la France, où pour que vous soyez considéré comme intégré, vous devez chanter la Marseillaise. C'est lié à comment dirais-je, à votre état de jumelage avec votre nation. Absolument. Et voilà le souci. Et nous vous souhaitons beaucoup plus de muse encore. Merci madame, le plaisir est partagé. D'avoir été dans Débriefing. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Ainsi se termine ce débriefing que je dédie donc à Esther Abedi, notre consort d'Africa TV, qui sera en terre ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel. Au revoir. Bisso 2015. Biloko na biso.